Chers amis traders, bonjour. Je suis très content de tous vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, ça va pas être un épisode Road to 100K, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu, c'est une vidéo un petit peu tuto où je vais donner un petit peu mes secrets sur les outils quantitatifs que j'utilise pour justement scanner le marché, sélectionner les marchés à trader, savoir quelle paire trader, savoir si je dois acheter ou vendre les marchés actions. Je vais tout vous dire. Je vais vous donner les sites sur lesquels je récupère les informations, savoir comment j'analyse les données, et on va discuter de tout ça ensemble. Alors, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo, mais je vais quand même le faire en direct pour que vous puissiez voir un petit peu étape par étape comment je sélectionne les marchés à trader. Alors, j'insiste bien sur l'aspect outils quantitatifs. Je parle pas d'analyse technique ici, hein, d'accord? Je parle d'outils quantitatifs. Les outils quantitatifs sont des filtres numériques qu'on utilise pour justement présélectionner les marchés. Ça nous fait gagner un temps fou et ça nous permet de nous placer directement sur les marchés avec la plus haute probabilité de succès. Alors, on va commencer tout de suite par savoir comment, en tout cas, quels outils j'utilise pour savoir si je dois acheter le jour J, hein, évidemment. Alors ça, c'est des choses que vous pourrez utiliser sous toutes les unités de temps. Mais moi, je trade en intraday, d'accord? Donc, je vais prendre des unités de temps qui correspondent à mon style de trading. Quels outils j'utilise pour savoir si je dois acheter ou vendre les marchés actions le jour J. Évidemment, le problème, c'est il y a de l'analyse technique à faire hein, sur les indices, que ce soit DAX, Nasdaq, SP500, Nikkei, ce que vous voulez. C'est toujours intéressant de bien cadrer son marché. Là, comme par exemple, vous pouvez voir derrière moi, alors c'est pas un marché indice, c'est l'or, mais vous pouvez voir qu'on est sur un graphique daily. C'est un graphique que j'ai beaucoup montré sur cette chaîne d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché cadré, d'accord? On a un marché qui se déplace, qui se déplaçait en tout cas dans un canal haussier de moyen slash long terme, plutôt moyen terme, puisque ça date depuis décembre. Et là, on a une rupture du canal ascendant, rupture qui n'est pas confirmée avec le RSI que j'ai pas mis ici, mais voilà, on a des niveaux de support, de résistance, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle cadrer son marché. C'est toujours intéressant de se placer, même quand on fait de l'intraday, hein, sur des graphiques en M5, M15, c'est toujours bien de savoir où sont les sommets et les creux journaliers, etc. Ça, c'est du cadrage de marché, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, moi, vous savez, en tout cas ceux qui me suivent le savent très bien, euh, quand je suis sur le DAX ou le Nasdaq ou n'importe quel autre marché indice, j'aime savoir si on est plutôt acheteur ou vendeur, c'est-à-dire savoir si le setup, en tout cas, est plutôt favorable pour des achats ou pour de la vente. Et j'ai beaucoup parlé, en tout cas, de ce qu'on appelle l'analyse intramarché, où je mets en face l'un de l'autre plusieurs classes d'actifs, puisque c'est comme ça que ça marche, hein. Vous savez que les marchés financiers sont j'allais dire, classés en différentes classes d'actifs. On a le forex, les obligations, les matières premières, les actions. Alors dans les actions, je mets les actions, les titres individuels, mais également les indices. Et puis on a aussi les cryptos. D'accord? Et toutes ces classes d'actifs fonctionnent un petit peu comme des vases communicants. Quand le cash part quelque part, quand le cash part d'une classe d'actifs, c'est qu'il va ailleurs. Puisque alors, pour les retail, c'est pas le cas, hein. Les retail peuvent être liquides, mais les investisseurs professionnels, les traders pro en salle de marché, ont pour instruction d'être toujours constamment investis. Un trader en salle de marché qui reste sans trader pendant une longue période de temps, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, il va vite se faire tirer les oreilles par son manager, finalement. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. Et pour savoir si le marché est plutôt acheteur ou vendeur sur les indices, j'utilise trois choses. Je vais tout d'abord regarder la monnaie. La monnaie de la zone en question. Par exemple, si je suis sur le DAX, je vais regarder l'euro. Si je suis sur le SP500 ou sur le Nasdaq, je vais regarder ce que fait le dollar. Vous savez, la corrélation classique entre la monnaie et l'indice, c'est la suivante. C'est que si la monnaie augmente, bah, mécaniquement, ça impacte une monnaie qui s'apprécie, ça va impacter les grands groupes exportateurs qui composent les indices en question. Donc, par exemple, je dis une bêtise, mais si vous êtes sur le FTSE 100, qui est l'indice anglais, d'accord? Les 100 plus grosses capitalisations anglaises. Bah, si vous avez une pound, une livre sterling qui s'apprécie, ça va fortement impacter les grands groupes exportateurs du FTSE 100 parce qu'ils vont exporter moins facilement vu que leur monnaie vaut plus cher. Ok? Alors, ça se verra moins sur le FTSE 250. Le FTSE 250 qui lui est beaucoup plus représentatif de l'économie domestique du Royaume-Uni. Par contre, sur les indices principaux, Nasdaq 100, SP500, Dow Jones, CAC 40, FTSE MIB en Italie, IBEX en Espagne, DAX 40 aussi en Allemagne. Là, effectivement, c'est le comportement de l'euro qui va primer. Et alors pour ça, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Ma taf, vous allez ici, vous avez le petit menu à côté, vous allez dans Forex, outils de trading et vous allez dans l'indice de devise. OK? Indice de devise, ensuite vous cliquez sur comparaison en temps réel. Et là, vous avez plusieurs unités de temps.
daily, H4, hourly, M15, etc. Moi, j'aime bien prendre le M15, par exemple, en intraday. Et là, on a les devises isolées, c'est-à-dire qu'on parle pas en paire, on parle pas en euro-dollar, on parle pas, etc. Là, j'en ai mis que 5 hein, pour le confort de la vidéo. Mais par exemple, si je suis sur le DAX, alors aujourd'hui, on est dimanche, hein, les marchés ne cotent pas, d'accord? Mais on peut s'apercevoir que, alors, ce qui va compter sur ce graphique, c'est la place de la monnaie et également la tendance que suit la monnaie. Donc, vous voyez, par exemple, là, l'euro est au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire qu'elle superforme les autres monnaies. C'est-à-dire qu'elle est plus forte que toutes les autres. Et parallèlement à ça, on voit qu'on est sur une tendance, voilà, c'est la ligne bleue, hein, on est sur une tendance haussière sur l'euro-dollar. Alors, pas à très court terme ici, on est plutôt en consolidation, mais ici, globalement, on est en tendance haussière. C'est-à-dire que la monnaie s'accélère. Donc ça, c'est pas un très bon signe pour les indices. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose que je vais faire, je vais regarder les marchés obligataires. Et là, j'aime bien aller sur MarketWatch. MarketWatch, donc là, on est sur l'Euro-Bund, ok? L'obligation la plus traitée en Europe. Si je vois que l'Euro-Bund descend, bah, c'est pas un bon signe également pour les marchés actions, ok? Et dernière chose que je vais faire, c'est que je vais regarder le comportement du pétrole. Alors là, ça sert à rien que je vous sorte le graphique puisque les marchés sont fermés encore une fois, on est dimanche. Mais si alors le pétrole, faut bien comprendre que c'est le sang enfin des marchés actions. Si le pétrole est à la hausse, c'est bon signe, ok? Alors maintenant, avec ces trois choses à mettre les unes en face de l'autre, la monnaie, le pétrole et les obligations de la zone économique concernée, hein, de l'indice que vous voulez traiter, vous avez plusieurs configurations possibles. Regardez, j'ai fait ce tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et donc, on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 configurations possibles. Parmi ces 8 configurations possibles, il y en a seulement deux qui nous intéressent. Ces deux configurations, ce sont des scénarios extrêmement risk-on ou extrêmement risk-off. Risk-on, ça veut dire qu'il y a de l'engouement pour le risque, pour les actifs à risque que sont les actions. Donc, ça veut dire que les marchés sont plus susceptibles de monter, en tout cas que le setup est favorable pour ça. Ou extrêmement risk-off, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aversion au risque sur le marché. Et donc là, on va plutôt essayer de choper des points short sur les indices. Alors, un scénario extrêmement risk-on, c'est quoi? C'est lorsque les obligations sont à la hausse. Notez bien ce que je dis, hein. Quand les obligations sont à la hausse, que la monnaie de la zone économique concernée est à la baisse et que le pétrole est à la hausse, ça, c'est extrêmement risk-on. Ça veut dire que le marché a quand même plus de chances de grimper que de descendre sur l'unité de temps que vous tradez. OK? L'inverse, quand c'est extrêmement risk-off. Quand c'est extrêmement risk-off, c'est quoi? C'est que vous avez des marchés obligations qui baissent, c'est-à-dire que le cash est en train de se barrer, que la monnaie monte et que le pétrole baisse. Ça, c'est un décor extrêmement risk-off. C'est dire encore une fois que le marché a quand même beaucoup plus de chances de tomber que de grimper. Alors, j'attire, je fais un petit disclaimer là-dessus, c'est pas une science exacte parce que parfois sur le marché, vous le savez, il y a beaucoup de manipulations. Parfois, on a par exemple un décor extrêmement risk-on, c'est-à-dire on a une monnaie qui descend, des obligations à la hausse et un pétrole qui monte, mais vous voyez que le marché est en train de descendre. Ça, c'est très souvent le signe que il y a beaucoup de manipulations faites par les gros, et les gros vont chercher de la liquidité acheteuse sur des points bas. D'accord? Mais ça vaut quand même toujours le coup d'aller chercher des points bas, d'où l'importance de bien identifier des zones de support, des vides de liquidité, ce genre de choses, finalement. Mais voilà, ça, c'est déjà mon premier screen sur les actions. Maintenant, on va passer au Forex. Alors, sur le Forex, on va rester sur le site du Mataf, puisqu'on va aussi se servir de ces fameux graphiques de performance, mais pas tout de suite. La première chose à faire, alors déjà, il faut se rappeler que sur le Forex, la particularité de ce marché, c'est que vous agissez sur deux actifs en même temps. Quand vous achetez de l'euro-dollar, vous achetez de l'euro, mais vous vendez du dollar. OK? Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est choper des marchés directionnels. OK? Ça sert à rien d'aller sur des marchés plats. On est d'accord, on veut que soit ça parte à la hausse, soit ça parte à la baisse pour pouvoir acheter ou shorter. Et du coup, il faut essayer d'identifier justement quelles sont les paires les plus directionnelles. Et pour ça, on va se servir justement d'une matrice de corrélation, d'une matrice de corrélation. Puisqu'en fait, si l'euro est fort et si le dollar est fort aussi, ça sert à rien d'ouvrir le graphique de l'euro-dollar. Ça sert absolument à rien puisque l'euro est fort également, donc le graphique de l'euro-dollar sera plat. Par contre, si l'euro est fort et que le dollar est faible, là oui, vous aurez un graphique extrêmement directionnel. Donc ce qu'on cherche, c'est d'avoir des deux monnaies qui vont dans des sens opposés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc des monnaies qui sont extrêmement décorrélées. C'est-à-dire que quand l'euro fait un top, on veut que le dollar fasse un bottom, par exemple. Ça, c'est un exemple de décorrélation très forte. Et pour ça, on va utiliser une matrice de corrélation. Donc, toujours sur le site de la Mataf, là, vous allez toujours aller dans Forex, outils de trading, et vous allez aller dans corrélation Forex. Vous cliquez,
Alors la petite chose à faire, vous avez une matrice qui ressemble à rien. Regardez, ça, on va la travailler. Déjà, nous, on veut les indices de devises. On veut pas les paires. Ok? Donc vous m'enlevez tout ça. Voilà, vous cliquez, vous enlevez toutes ces paires là. Ça, on s'en fiche. Ok? Vous mettez euro, dollar, GBP. Bon, moi, j'aime bien prendre les majors, hein, les majors ou même quelques mineurs, mais j'enlève les exotiques parce que je suis à très court terme et sur les exotiques, le spread, il est violent. Donc, CHF, yen, dollar canadien, hop, et je m'arrête à NZD. Voilà, c'est ce que je fais. Là, j'aime bien prendre le dollar en base. Boum. On va se mettre en M15, mais ça, il n'y a pas besoin de le modifier parce qu'on peut le modifier après. Vous cliquez sur rafraîchir, ça prend un certain temps pour le site de calculer la matrice. On va attendre ensemble. Voilà. Et là, on a notre matrice de prête. Comme vous pouvez le voir, on a nos unités de temps ici. OK? Moi, j'aime bien me mettre en 15 ou 5 minutes, par exemple. Et là, regardez. Là, on a plusieurs couleurs. Alors, ça va de moins 100 à plus 100. OK? Plus on se rapproche de plus 100, plus c'est vert. Plus on se rapproche de moins 100, plus c'est rouge. OK? Et vous l'aurez compris, nous, ce qu'on cherche, c'est des marchés extrêmement décorrélés entre eux. D'accord? Donc, tout ce qui est vert, ça, déjà, vous regardez même pas. Même ce qui est légèrement rosé, vous regardez même pas. Ce qu'on recherche, ce sont des fortes décorrélations. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, on a une corrélation positive de 82 entre l'AUD et le NZD. Ça nous intéresse pas. Ça veut dire que l'AUD et le NZD vont dans le même sens, en fait. Elles sont toutes les deux, enfin, fortes ou faibles. À ce moment-là, quand on regarde ce tableau, on ne sait pas dans quelle direction faut traiter. On sait juste quelle paire il faut traiter, quelles sont les paires les plus directionnelles. Et là, regardez, ce qui nous intéresse, là, à vue de nez, en 15 minutes, c'est éventuellement ces deux-là, là, NZD USD ou Euro NZD, qui présentent des décorrélations de moins 86 et moins 88. Moi, j'aime bien quand c'est au-dessus de moins 85. OK? Donc, moins 85, moins 90, ça, c'est bien. C'est des trucs sympas à trader. Si on va en 5 minutes, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Non, on n'a rien d'intéressant. En horaire, ouais, en horaire, on a le yen, on a le CAD yen à moins 96, ça c'est très intéressant. On va peut-être prendre cet exemple-là, par exemple. Donc là, par exemple, vous voyez, je sais que le yen japonais et le dollar canadien en graphique horaire sont extrêmement décorrélés. Donc ça, j'ai une paire très directionnelle. Donc rien qu'avec ce tableau, ça m'évite d'ouvrir en fait tous les graphiques un par un, euro-dollar, euro-GBP, USD-CHF, USD-GBP, etc. Ça m'évite de regarder le marché par le trou d'une serrure, mais je vois vraiment, j'ouvre la porte et je vois le marché dans son ensemble. Et là, je gagne un temps fou parce que je sais que si je trade en horaire, si je trade sur les graphiques H1, bah c'est directement le yen japonais enfin le dollar canadien contre le yen japonais qu'il faut que j'ouvre. Donc maintenant, je sais quelle paire il faut trader, mais je sais pas dans quelle direction. Donc pour ça, je vais retourner sur les indices de devises, je vais me mettre en horaire. Et là, on va isoler, donc USD, on va garder le yen japonais et je vais mettre le dollar canadien. Alors là, j'ai une situation assez singulière puisque j'ai quand même le yen japonais en dessous du dollar canadien. Donc, c'est-à-dire que le dollar canadien superforme le yen japonais. D'accord? Et en plus de ça, j'ai quand même une tendance baissière sur le yen japonais et une tendance haussière sur le dollar canadien. Et là, c'est pas mal parce qu'en plus, les deux sont à contre-tendance. C'est-à-dire que le dollar canadien est dans un mouvement de pullback, un mouvement de retracement par rapport à sa tendance haussière, et le yen japonais est dans un mouvement de pullback haussier par rapport à sa tendance de fond qui est baissière. Donc ça confirme un petit peu. Regardez, on avait dit que des monnaies décorrélées, fallait que quand il y en a une qui fait son top, il faut qu'il y en ait une autre qui fasse son bottom. C'est exactement ça. Regardez, là ici j'ai un bottom sur le yen japonais et j'ai un top sur le dollar canadien. Ok, à plus court terme, regardez, j'ai un top tout petit sur le yen japonais, mais j'ai un bottom sur le dollar canadien. Donc ça, c'est bien. Et là, ça nous permet justement d'ouvrir le graphique. Alors, encore une fois, les marchés sont fermés, mais on va essayer d'ouvrir le graphique du dollar canadien contre le yen japonais. Donc là, vous savez sur quelle paire il faut aller et vous savez le sens dans lequel il faut la trader. Donc regardez, je vais revenir un petit peu sur notre graphique. Là, on sait par exemple que vaut mieux acheter du CAD JPY, par exemple. Donc on va se mettre en horaire. Déjà, regardez, en daily, hein, on est assez acheteur, là, ici, sur ce dernier mouvement. On va se mettre en horaire. Boum, et voilà, exactement. Et là, je sais que je suis sur un graphique où il faut acheter le CAD yen. Donc là, je vais plutôt aller chercher des zones de support. Et en zone de support, bah, on a cet énorme vide de liquidité. Là, il reste ça à combler, par exemple. Ça peut être intéressant de se mettre, peut-être potentiellement d'avoir un support au milieu de la boîte, là, du vide de liquidité, voire même le bas de la boîte qui correspondrait à cet overlap qu'on a là. Vous voyez ici.
Ça peut être intéressant et à partir de là, bon, par contre, il faut calculer effectivement, vos tailles de position, le stop loss, le take profit et cetera et cetera. Mais en take profit, regardez, on en a déjà un ici et on en a un éventuellement là-haut pour revenir sur les derniers plus hauts, voire même encore plus haut si, par exemple, on se fait une expansion de Fibonacci. On prend tout le mouvement. Par exemple, imaginons qu'on rebondisse ici, là, on peut aller chercher, bah, ici les 50, les 61,8, voire même les 100 là-haut. Ah ça, je vais enlever ça, hop, voilà. Mais en gros, tout ça pour vous dire que on fait d'abord du filtrage numérique, on utilise des outils quantitatifs, donc graphique de performance, graphique, enfin matrice de corrélation. Déjà sur le forex, c'est matrice de corrélation, ensuite matrice de corrélation pour savoir quelle paire, indice de devise pour savoir dans quel sens on trade la paire. Et après, vous ouvrez le graphique correspondant et vous faites votre analyse technique pour essayer de détecter des points d'entrée, les résistances, les supports, take profit, top loss, etc. Et puis sur les actions, c'est tout bête, hein. On regarde le comportement du pétrole, des obligations et, et de la monnaie pour savoir si le setup est plutôt risk-on ou risk-off. À bien prendre en compte aussi qu'il peut y avoir des mouvements de manipulation. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Ce site du Mataf, il est très bien puisqu'il vous donne tout. Ce sont des outils gratuits. Ça, normalement, les outils quantitatifs sont des outils qui sont proposés sur des plateformes professionnelles de marché, même des plateformes type Pro Realtime, etc. C'est, bah, ils vous les proposent pas malheureusement. Vous avez iWave 360 qui vous les propose, mais c'est payant et c'est assez cher puisqu'il faut il faut payer les flux, etc. Et puis après, bah, c'est les plateformes chez Interactive Broker, etc. Vous pouvez les avoir. Euh, KeyTrade, je crois, mais KeyTrade, ça n'existe plus maintenant, ne les propose plus. Je crois que Saxo Bank les proposait. Je veux pas faire de recommandations de broker, mais ne les propose plus non plus. Donc Mataf, à ma connaissance, c'est le site gratuit. Putain, ils vous donnent tout ça gratuitement, quoi. Alors vous avez un petit effet retard, mais c'est quand même super utile. Vous avez plusieurs unités de temps, donc j'ai pas de sponsor, hein. J'ai aucune sponsor avec eux. Vraiment, moi je vous recommanderais, vous savez, sur cette chaîne, je vous recommanderais pas d'ouvrir un compte chez un broker ou d'utiliser telle ou telle plateforme. Vous pouvez utiliser MT4, MT5 Pro, Realtime, ce que vous voulez. Ça marche très bien. Mais en tout cas, je vous invite quand même, moi, quand je rentre sur un marché, je rentre pas au petit bonheur la chance, j'utilise des façons à moi de screener le marché. Il y a d'autres façons de screener le marché. S'il y a des traders actions parmi vous, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des graphiques de performance. Par exemple, vous savez que le CAC 40 monte. OK? Donc là, vous allez chercher à acheter des titres. Mais vous voulez acheter le titre qui fait le plus monter le CAC 40. Et pour ça, vous allez décomposer le CAC 40 en secteurs. Qu'est-ce qui fait monter le CAC 40? Est-ce que c'est le luxe? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les bancaires? Est-ce que c'est l'industriel? Qu'est-ce que c'est? Si par exemple c'est le luxe, vous allez dire tiens, le luxe c'est le secteur qui progresse le plus au sein du CAC 40. Donc, vous allez aller dans le luxe. Et dans le luxe, quelle action fait le plus monter le luxe? Est-ce que c'est Kering? Est-ce que c'est LVMH? Etc. etc. Et si c'est Kering par exemple, bah là vous achetez des actions Kering et vous savez que vous avez quand même plus de probabilité de gagner de l'argent, même si le CAC 40 continue à redescendre, il y a moyen que bah, vous continuez à gagner de l'argent sur votre achat Kering puisque vous êtes sur l'indice qui fait le plus monter le secteur, qui fait le plus monter l'indice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut constamment screener le marché et moi je vous invite autant que faire se peut à utiliser ce genre d'outils quantitatifs. C'est extrêmement utile. Moi c'est ce que je fais hein, tous les matins et même tout au long de la journée. J'ai toujours les marchés obligataires devant moi, ce que fait le pétrole et ce que fait la monnaie. C'est comme ça que j'arrive à savoir si je dois acheter ou vendre le Nasdaq, le SP500, le DAX. Pareil pour les monnaies, je n'ouvre pas le graphique de l'euro-dollar, de l'euro-yen, du CHF yen au hasard. Non, je regarde les graphiques de corrélation, les matrices de corrélation, puis ensuite les graphiques de performance. Voilà. Écoutez, vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je tenais quand même à exprimer tout ça parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont venus me voir en DM pour me demander ces choses-là. Donc j'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me contacter. Je prendrai vraiment le temps qu'il faut pour réexpliquer tout ça, autant que faire se peut. Mais voilà, n'oubliez pas un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est important de prendre le temps, justement, au lieu de regarder le marché par la serrure d'une porte, ouvrez la porte et regardez le marché dans son ensemble. Et après, une fois que vous avez sélectionné votre marché, vous faites votre analyse technique. OK? Bon, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. On avance ensemble. Bon trading à tous. Protégez vos portefeuilles. Là, on rentre dans la période de juillet. C'est un peu compliqué au niveau de la liquidité, de la volatilité. Mais donc, faites attention à vos tailles de position et n'oubliez pas, je suis avec vous. Allez, ciao, bonne semaine.